Donc bonjour à toutes et tous et merci d'être venus ce soir donc, pour notre présentation du programme de l'Union populaire Angoulême. C'est un programme qu'on construit depuis plus d'un an et demi avec les militantes et les militants et qui s'est d'abord élaboré autour d'un cadre national pour développer en fait notre politique au-delà simplement de la commune. René, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est un programme qui vient un petit peu au départ du national pour avoir une ligne directrice dans toutes les communes où nous présentons une liste. Mais le gros travail qui a été fait, c'est de séparer tout ce qui dépendait de la commune de tout ce qui dépendait des EPCI au niveau des compétences. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ça donnait un document de 144 pages. Et ensuite, Anna-Zélise, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, vous comprenez bien qu'il fallait aussi décliner ce programme pour notre ville et pour notre agglomération. Donc on a fait un grand travail de porte à travers tous les secteurs de la ville et de l'agglomération, en rencontrant les habitantes, les habitants, les associations, les entrepreneurs, les entrepreneuses. Et donc ce travail de porte-à-porte nous a permis de mener un travail d'enquête. Au cours de ce travail d'enquête, nous avons rencontré plus de 600 foyers, ce qui nous a permis de déterminer des besoins pour les habitantes et les habitants. Et puis enfin, nous avons fait un travail de synthèse de ces 3 phases pour aboutir au programme que nous allons vous présenter aujourd'hui, programme qui se développe quand même sur plus de 50 pages. Donc pour d'abord développer ce programme, il nous faut une gouvernance. Notre gouvernance, on veut qu'elle soit partagée. On ne veut pas que les pouvoirs soient concentrés autour de la figure du maire. Et tous les élus, les futurs élus de l'Union populaire Angoulême, sont signataires d'une charte éthique et de gouvernance pour garantir à la fois notre exemplarité, mais aussi plusieurs éléments, dont notamment le fait que l'on va consulter avant d'agir, c'est-à-dire à chaque fois consulter la population pour développer tous nos projets dans la ville. Nous allons également respecter les droits de l'opposition. Respecter les droits de l'opposition, ça veut dire permettre à l'opposition d'amender et de mettre des éléments à l'ordre du jour du conseil municipal. Ça veut dire aussi donner les documents au moins une semaine avant afin que les élus d'opposition puissent s'approprier les documents et participer dignement au conseil municipal. Ça veut dire aussi refuser le cumul des mandats, qu'il s'agisse du cumul des mandats dans le temps, mais aussi du cumul des mandats dans l'instant. Je n'aurai pas différentes casquettes à l'image de Xavier Bonnefond aujourd'hui. Notre gouvernance, elle veut aussi permettre d'associer les agentes et les agents municipaux, les habitantes, les habitants, les commerçants et commerçantes à tous nos projets. Les associer, ça veut dire les impliquer, en fait. Ça veut dire qu'à chaque étape, nous allons impliquer la population dans la réalisation des projets pour être sûr d'être au plus près des besoins. On veut aussi instaurer le RIC et le droit de pétition. Ça va permettre aux habitantes et aux habitants, par exemple, de mettre des sujets à l'ordre du jour du conseil municipal. Et ça va permettre à toutes et tous de s'impliquer. Quand je dis à toutes et tous, ça veut dire que le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, il sera ouvert à toute personne de plus de 16 ans, mais toute personne qui habite dans la ville, y compris les personnes qui n'ont pas la nationalité française. Et puis enfin, on veut aussi avoir un observatoire citoyen pour s'assurer de la bonne application du programme, et également une commission éthique qui sera, elle, chargée de s'assurer de l'exemplarité donc, de vos élus. Je vous parlais des besoins de la population, c'est vraiment ce qui guide aujourd'hui notre programme et ce qui va guider notre action municipale. Donc ces besoins, c'est d'abord la question de l'accès aux droits. On sait aujourd'hui que le non-recours aux droits, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a 30 à 40% des personnes qui pourraient avoir accès à des aides qui n'y ont pas recours. Pour le minimum vieillesse, ça va jusqu'à 50%. Ça, c'est quelque chose contre lequel on souhaite lutter. On souhaite lutter contre ça, notamment avec, en premier lieu, la défense du service public. Défendre le service public, c'est défendre le bien commun. C'est défendre aussi l'égalité d'accès aux droits, c'est défendre l'égalité d'accès à la santé, l'égalité d'accès aussi à l'éducation, par exemple. En fait, on veut décider en fonction des besoins, mais non en fonction des projets. Et c'est pour ça qu'on se positionnera aussi contre les délégations de services publics pour assurer plus de transparence de gestion,
des tarifs justes aussi, et en fait privilégier l'intérêt des usagers et des usagères plutôt que des logiques de marché. Donc pour cet accès au droit, en premier lieu, on veut créer un guichet unique d'écoute et d'accès au droit et aux démarches. Ça veut dire un espace dans lequel les personnes pourront être accompagnées pour faire leurs démarches, orientées vers les différents acteurs qui pourront leur apporter l'aide dont ils ont besoin, notamment dans les cas des personnes qui se trouvent seules. On veut aussi, par exemple, créer un dispositif d'aide avec une carte municipale de famille monoparentale pour permettre aux familles monoparentales d'avoir accès à des tarifs préférentiels, d'avoir accès aussi à un soutien, par exemple un soutien pour la garde d'enfants, pour permettre aux mères ou aux pères isolés d'avoir aussi d'autres activités. Alors, on va parler du Grand Angoulême, puisqu'il y a des compétences qui ne relèvent pas des communes, mais bien de l'EPCI. Donc, l'eau est une compétence. La gratuité des 15 premiers mètres cubes d'eau, c'est quelque chose qui fait l'unanimité par rapport aux maires sortants qui se représentent de gauche que j'ai rencontrés et des listes de gauche qui se représentent. J'ai fait un premier sondage pour voir si c'est quelque chose qui faisait consensus. Ça fait consensus. La tarification progressive selon les usages, c'est une déclinaison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez les 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits, et la Charente Libre va me demander combien ça coûte, ça coûte rien parce que les 15 suivants peuvent être 2 fois plus chers. Et donc, quand on fait une tarification progressive, on peut effectivement se dire comment on finance tout ça. Là, c'est budget constant et selon les usages, entre l'irrigation au niveau de l'agriculture, l'industrie, les administrations et l'usager, il y aura des tarifications différenciées. Ensuite, la lutte contre les fuites d'eau. Moi, j'avais déjà vu la CMEA. On est à un rendement de 85% sur l'eau. Donc, c'est un très bon rendement. Est-ce que c'est utile d'aller chercher des canalisations alors que l'eau retourne au milieu naturel ? C'est une vraie question. On travaillera avec eux. Et enfin, la dépollution de l'eau, ça par contre, c'est un gros travail que nous ferons avec tout ce qui est maraîchage et agriculture pour que sur les lieux de captage, on puisse en amont éviter tout ce qui est polluant. Assurer les besoins essentiels de la population, donc ça passe par l'eau, mais ça passe aussi par la nourriture. Donc pour ça, on veut tendre vers la cantine gratuite. Tendre vers la cantine gratuite, c'est permettre aux enfants qui ne font pas tous et toutes 3 repas par jour de pouvoir avoir 3 repas par jour et d'assurer des conditions d'éducation dignes pour ces enfants. Dans le même ordre d'idée, on veut aussi proposer des petits déjeuners gratuits dans les écoles, parce qu'arriver à l'école le ventre vide ne permet pas de pouvoir commencer sa journée à égalité avec les autres élèves qui, eux, entrent à l'école dans de bonnes conditions pour être attentifs. On veut aussi prioriser le local dans la commande publique. Ça veut dire à la fois encourager, par exemple, les agriculteurs et agricultrices bio du territoire. Je dis bio parce que notre objectif, c'est le 100% bio, mais c'est aussi donc assurer la santé. Pour assurer la santé, on veut, c'est peut-être le cas de certains et certaines d'entre vous, on a un manque de médecins à Angoulême. Donc justement, pour pallier ce problème, on veut créer des centres municipaux de santé avec des soignantes et des soignants salariés. Ça permet à la fois d'éviter les dépassements d'honoraires, ça permet aussi aux... Ça, c'est pour t'embêter, c'est pour voir si tu as... Oui, c'est l'affiche m'a déconcentrée. Donc, éviter les dépassements d'honoraires, mais aussi permettre aux médecins de s'occuper pleinement de leur patientèle plutôt que de passer leur temps à faire de l'administratif. Et puis, ça permet aussi de développer une politique de prévention, parce que ces centres serviront à ça également. Prévenir, en fait, c'est aussi moins dépenser, parce que quand on prévient, on évite de guérir. Donc ça passe aussi par un soutien, par exemple, au Cégide. On veut aussi créer un réseau de santé mentale qui va servir à orienter les personnes qui en ont besoin vers des associations, notamment, ou d'autres structures. En fait, faire du lien entre tous ces acteurs de la santé mentale et orienter les patientes et les patients dans un parcours de soins à travers ces différents acteurs. Et bien entendu, puisque la mairie va être au conseil de surveillance de l'hôpital, on va se positionner pour défendre l'hôpital public et lutter contre la fermeture des lits. Alors,
Vivre, c'est aussi la mobilité. Donc, quelque part, quand on se déplace, normalement, on génère du CO2 et on génère des dépenses. Donc, on va s'engager vers la gratuité des transports. C'est une compétence du Grand Angoulême pour que le reste à vivre soit un peu plus important. On va aussi essayer de faire des navettes en complément pour arriver à avoir un point de, je dirais, de prise de transport à moins de 300 mètres des habitations, et enfin un réseau plus dense en augmentant les fréquences. Tout ça, c'est lié au budget que nous étudierons avec la plus grande attention, mais ça va se faire sur un mandat, c'est-à-dire 6 ans. On va aussi développer de la mobilité douce quand c'est possible par un réseau de pistes cyclables sécurisées. Donc ça a un coût assez élevé, on l'a chiffré, et c'est vraiment là quelque chose de patient. Mais nous avons un problème de foncier parce que pour relier des pistes cyclables, ce n'est pas évident si les terrains n'appartiennent pas au Grand Angoulême. Donc il y aura une négociation avec les gens qui détiennent les terrains pour pouvoir assurer ce réseau de pistes cyclables, etc., etc. J'arrive là-dessus, et ça, c'est très important. Vous avez ici la densité, regardez, déplacement domicile-travail dans le Grand Angoulême. Donc ici, il y a des nœuds où on voit, il y a 4 nœuds, où on voit qu'il y a énormément de déplacements pour aller au travail ou pour retourner chez soi. Et quelque part, l'idée, mais là, on en parlera tout à l'heure, c'est sur 3 mandats, c'est de pouvoir avoir des zones de service à moins d'un quart d'heure de toutes les habitations. Dans ces zones de service, si vous y trouvez par exemple dans une projection à long terme des EHPAD, des écoles, du maraîchage, des parkings de covoiturage avec un espace numérique pour échanger tout ça, des centres de recharge énergétique pour les batteries, tout ça, si c'est au même endroit, pourquoi pas des dépôts comme Coccinelle et Coquelicot, afin d'avoir des producteurs locaux qui déposent. Ça veut dire que quand quelqu'un part d'ici et qu'il vient dans cette zone, il va avoir à proximité tout un tas de services, et ça lui évite de traverser la ville pour déposer l'enfant, pour aller faire un bisou à papy et mamie qui sont ailleurs, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà pensé en 2020, qui mûrit vraiment et qui s'affine même au niveau national concernant notre parti politique. Le besoin en logement, c'est quelque chose de très important. C'est quand même le Grand Angoulême qui a la main sur l'OPH et qui va permettre de faire du logement social. Mais pour cela, il faut du foncier, et il faut faire une vraie politique pour que l'attente de logements sociaux soit bien inférieure aux 14 mois tel qu'on l'a aujourd'hui. Il y a je ne sais plus combien de demandes, tu te rappelles ? Non, quelqu'un se rappelle du nombre de... Il y a 5000 dossiers en attente. Voilà, c'est ça, 5000 dossiers en attente, c'est inadmissible. Et 14 mois pour obtenir un logement. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand on se déplace sur le terrain, on est allé à la Grande Garenne, pardon. Oh, la coupe, c'est là. C'est vrai que c'est la galère pour les gens parce qu'ils n'ont pas de service public, ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas d'eau chaude. Et donc, c'est aussi la grande galère de vivre des hivers comme ça. Et donc, on va effectivement mettre en place des procédures pour que ce type de logement ne puisse plus perdurer et que les gens qui vivent à l'intérieur aient une vraie VMC, non pas des moisissures, et des conditions d'habitat dignes. Enfin, donc... je vous l'ai dit, on développe le logement social écologique parce qu'on va faire en sorte que les bâtiments consomment moins, qu'ils soient la norme RT 2020, et ils soient inclusifs parce qu'ils vont s'inscrire au niveau de la mobilité et de l'accessibilité dans un espace où tout le monde pourrait y accéder. Pour les existants, la rénovation écologique, c'est aussi faire des économies à long terme, puisque si on isole tous ces bâtiments, on va pouvoir bien sûr investir et dépenser, mais à terme, permettre aux gens d'avoir un plus grand reste à vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils dépensent une fortune en chauffage et en eau chaude. Enfin, s'assurer de l'entretien des immeubles. On a remarqué que sur Angoulême, il y avait donc des immeubles dont les balcons, ils sont complètement fissurés, ils sont complètement rouillés, et on se demande si on ne va pas avoir le même type d'accident qu'on a vu déjà ailleurs en France, et si on pouvait prévenir, donc s'assurer de l'entretien, on va le faire avec les organismes de logements sociaux. Mais travailler sur le logement, et notamment sur la dignité du logement, donc ça se fait effectivement avec les bailleurs sociaux dans le logement social, mais ça se fait aussi
avec les bailleurs privés, notamment en développant le permis de louer qui existe déjà aujourd'hui dans quelques rues d'Angoulême, mais qui devrait et qu'on va développer à l'ensemble de la ville. Ça permet en fait de conditionner la possibilité de louer un logement à des conditions de salubrité pour ce logement. On va aussi encourager l'accession à la propriété non spéculative en créant une foncière municipale, c'est-à-dire que le foncier restera la propriété de la ville qui construira donc des habitations qui, elles, pourront être vendues pour des personnes qui voudraient accéder à la propriété. Mais la revente de ces biens immobiliers sera conditionnée à des clauses de non-spéculation. On veut aussi agir pour l'hébergement d'urgence. Ça veut dire réquisitionner des locaux vacants pour pouvoir héberger des personnes qui en auraient besoin, notamment par période de grand froid. Et donc je parle de grand froid, ça veut dire aussi adaptation au changement climatique. À Angoulême, ce qui est très important, c'est l'isolation des bâtiments publics, et notamment des écoles. Et puis également des EHPAD publics. Quand on sait aujourd'hui que des écoles vont fermer parce qu'il fait trop chaud, c'est quelque chose auquel nous, on veut s'opposer pour permettre de garantir la continuité des enseignements pour tous les enfants. On veut aussi mettre en place un éclairage public LED qui est adapté aux besoins. Ça veut dire faire des économies d'énergie, ça veut dire aussi se sentir plus en sécurité dans les rues la nuit. Et ces deux éléments, que ce soit l'isolation des bâtiments publics ou la mise en place d'un éclairage LED, ce sont des investissements, oui, mais ça permet à terme de dégager des marges budgétaires. Et ça permet ensuite d'investir dans plus de solidarité. Et puis, je vous parlais donc de questions budgétaires. On veut conditionner les financements et les marchés publics à des critères écologiques pour garantir justement cette adaptation au changement climatique à travers notre budget. Ce qui est ressorti aussi de nos enquêtes, ce sont les questions d'intégrité et de tranquillité publique. Pour nous, l'intégrité et la tranquillité publique, ça passe prioritairement par l'humain. Ça va être favoriser la présence humaine sur le terrain. Ça va être de la médiation, par exemple, avec les associations. Ça va être de la prévention aussi, avec une police municipale de proximité, des gens que l'on va connaître et qui vont travailler dans chaque quartier de la ville, chaque secteur de la ville, avec les habitantes et les habitants. Et puis, ça va être aussi réfléchir à la façon dont on pense la tranquillité. Est-ce que la tranquillité, donc pour nous, je vous l'ai dit, c'est plutôt l'humain, mais à l'heure actuelle, ce sont aussi beaucoup de moyens techniques qui sont développés, comme la vidéosurveillance. C'est un dispositif qui coûte très cher, on le sait. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on prolonge ça ou pas? Pour ça, en fait, il faut faire un audit sur la vidéosurveillance pour s'assurer de son efficacité ou de son inefficacité. Donc c'est quelque chose que l'on fera, donc cet audit sur la vidéosurveillance. On veut aussi mettre en place un plan de prévention contre la délinquance pour que chaque jeune sache repérer les mécanismes qui vont justement entraîner dans la délinquance et pouvoir les éviter. On veut mettre en place également un plan de lutte contre les discriminations. D'une part, c'est de l'écoute pour les personnes qui vont être en situation de discrimination, mais c'est aussi un accompagnement des victimes. La ville se portera, par exemple, partie civile dans les procès. Et puis, la sécurité des Angoumoisines et des Angoumoisins, c'est aussi la sécurité face au changement climatique. Donc, on veut développer un plan climat et canicule qui va permettre notamment de repérer les espaces dans lesquels les plus précaires ou les plus fragiles, c'est-à-dire les plus jeunes d'entre nous ou les plus âgés, pourront se réfugier dans les périodes de canicule. On sait aujourd'hui que les personnes qui vont être les premières impactées par le réchauffement climatique, par le changement climatique, ce sont les personnes dont les habitats ne sont pas isolés, par exemple, comme dans le logement social, donc les plus précaires d'entre nous. Donc il va falloir que la ville, en fait, développe des dispositifs pour mettre ces personnes à l'abri, donc identifier les espaces, mais aussi développer des dispositifs d'accompagnement pour emmener ces personnes jusque dans ces lieux-là. Je vous ai parlé des besoins, c'est ce qui est essentiel pour vivre,
Mais à Angoulême, on ne veut pas seulement assurer les besoins essentiels, on ne veut pas seulement survivre, on veut aussi pouvoir s'épanouir. S'épanouir à Angoulême, c'est assurer une place pour chacune et pour chacun. Ça veut dire impliquer la population dans la vie culturelle, par exemple. Dans un premier temps, on va faire des états généraux de la culture pour déterminer partout dans la ville quels sont les besoins, les envies, les idées des Angoumoisines et des Angoumoisins. On veut aussi développer la vie de quartier. Ça découle directement en fait de ces états généraux de la culture, parce que pour nous, la culture, elle se décline dans tous les secteurs de la ville. Développer la vie de quartier en s'appuyant sur les associations. On veut aussi mobiliser la ville contre les discriminations. Mobiliser la ville contre les discriminations, ça passe notamment par la création d'une université d'éducation populaire dans laquelle on pourra débattre, dans laquelle on pourra s'éduquer collectivement et notamment lutter contre les discriminations et développer une culture collective autour de la lutte contre les discriminations. Une place pour chacune et chacun, ça veut dire aussi que la ville doit être accessible et que tous les espaces publics à Angoulême doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire donc développer des aménagements. On a rencontré récemment l'association Valentin Huy, par exemple, pour les personnes déficientes visuelles. Ça veut dire développer des aménagements pour permettre justement à ces personnes, par exemple, de comprendre comment est construit l'espace public et pouvoir avoir accès à tous les espaces. On veut aussi conditionner les financements publics à l'effectivité des valeurs, c'est-à-dire s'assurer en fait que les subventions publiques vont garantir le projet que l'on porte, c'est-à-dire s'assurer que les subventions vont bénéficier tout autant, par exemple, puisque sur cette diapo il est question d'égalité, s'assurer que les subventions vont bénéficier tout autant aux femmes qu'aux hommes, par exemple. S'épanouir à Angoulême, c'est donc pouvoir trouver des conditions de son émancipation dans la ville, et notamment à travers le sport. Donc on veut favoriser l'accès au sport pour tous les publics et dans tous les secteurs de la ville, en aidant par exemple au financement des licences sportives, avec pour objectif que tous les Angoumoisines et tous les Angoumoisins puissent adhérer à un club de sport ou à une association sportive, ce qui permet aussi de garantir des conditions de bonne santé. Et on veut aussi pour ça donc développer les infrastructures et étudier par exemple l'implantation d'une salle multisport sur le site de la SNPE. On sait aujourd'hui par exemple que les clubs de gymnastique demandent à avoir une salle qui permette notamment d'accueillir des compétitions régionales. Mais ce projet de salle multisport, c'est un projet de grande ampleur. N'est-ce pas René ? Oui, c'est un projet de grande ampleur et il se mettrait sur un terrain qui maintenant appartient au Grand Angoulême puisque la commune l'avait cédé à l'EPCI dans l'intention de construire un incinérateur. Vous connaissez la suite, on s'est battu un peu contre cet incinérateur et là, cette implantation d'une salle multisport, il faut la penser comme un équipement du Grand Angoulême qui pourrait être mutualisé pour toutes les communes qui en ont besoin. On le verra tout à l'heure, c'est aussi une demande forte de la part des autres communes de pouvoir mutualiser les équipements sportifs. On parlait d'équipements sportifs de grande ampleur, mais il y a aussi la question des équipements sportifs dans chaque quartier de la ville. Donc on veut rénover et développer en fait les équipements sportifs existants, développer par exemple des city-stades aussi, c'est une demande qui nous a été faite à plusieurs reprises. On pense aussi étudier. Tu peux passer juste après. J'avais pas compris. Ah bon, c'est pas, c'est non, en fait non. Oui, donc on va aussi étudier la réouverture d'une piscine municipale couverte, par exemple à ma campagne, pour s'assurer que tous les enfants puissent apprendre à nager et que les écoles n'aient pas à se disputer Nautilus, par exemple. S'émanciper dans la ville, ça veut dire aussi faire du lien, faire de la cohésion sociale. On veut mettre en place un plan de lutte contre les solitudes, c'est-à-dire que des agentes de la ville vont aller à la rencontre des habitantes et des habitants, à la rencontre des personnes qui sont en situation de grande solitude. On sait aujourd'hui que, en moyenne, à l'échelle nationale, une personne sur 5 est en situation de solitude. Pour Angoulême, en fait, ça représente à peu près 9000 personnes. Et sur ces 9000 personnes, il y en a environ 7000 qui en souffrent vraiment. Donc pour nous, c'est quelque chose d'essentiel de développer ce plan-là avec des agents donc, qui vont permettre de faire du lien entre ces personnes isolées,
des associations du territoire, de leur quartier, et puis aussi des personnes de leur quartier qui pourraient avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies. S'épanouir à Angoulême, s'émanciper à Angoulême, c'est aussi l'offre culturelle. Donc nous, on veut développer une offre culturelle qui soit accessible à toutes et à tous, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la ville, avec des animations qui auront lieu dans tous les secteurs de la ville et pas simplement sur le plateau. On veut encourager, par exemple, des événements publics avec des projections en plein air, des films, par exemple, au moment du FFA, mais aussi en dehors. On peut imaginer des projections des étudiantes et des étudiants des écoles dans tous les secteurs de la ville. Au moment des compétitions sportives, également, on peut envisager des projections publiques. Et puis, bien sûr, Angoulême, ville de l'image, il faut parler, quand on parle culture, du Festival international de la bande dessinée. Donc, nous voulons défendre une gestion transparente et non lucrative de ce festival. Un festival qui durerait pas seulement les 4 jours habituels, mais un festival, en fait, qui s'étendrait à toute l'année, avec des activités, des propositions, des artistes, auteurices, des collectifs d'édition, des collectifs d'artistes qui pourraient développer cette offre culturelle, comme celle qu'il y a eu par exemple avec le Grand Off cette année, qui pourrait développer ça en fait toute l'année. S'épanouir à Angoulême, c'est l'émancipation, mais pour qu'il y ait émancipation, d'abord il faut y grandir. Il faut grandir à Angoulême. En fait, on veut une ville où l'on peut naître, grandir, et donc pour ça, ça passe par déjà l'accueil des jeunes enfants. On sait qu'aujourd'hui, il y a des besoins de places en crèche. Donc nous, on voudrait développer ces places pour permettre d'accueillir le plus d'enfants possible et puis se permettre aussi de s'adapter à l'évolution de la population de la ville. On veut aussi s'opposer aux fermetures de classes, lutter contre les fermetures, par exemple, au collège Michel Palais, en prenant une position politique, en fait, pour l'accès à une école égalitaire dans tous les quartiers et l'accès à un service public. On veut aussi proposer des kits de rentrée scolaire gratuits pour les enfants, afin que chaque enfant puisse faire une rentrée scolaire sereine et ait les mêmes conditions d'accès à l'école dès le mois de septembre. On veut aussi agir contre le harcèlement, que ce soit par de la sensibilisation auprès des agentes et des agents, mais aussi auprès des enfants des écoles. Et puis, on veut renforcer l'enseignement artistique à travers le périscolaire. Et en renforçant l'enseignement artistique, on permet aussi de soutenir la création artistique locale. Parce qu'Angoulême, donc, c'est une ville où l'on veut bien grandir, mais où l'on veut aussi ensuite rester et où l'on veut travailler. Donc, soutenir la création artistique locale, c'est notamment donc, les PEAC pour permettre les partenariats avec les écoles. C'est aussi renforcer le 1% artistique, c'est-à-dire encourager la participation des artistes dans les financements, dans la politique publique. Ensuite, on veut expérimenter le territoire zéro chômeur pour sortir en fait les chômeurs de longue durée de leur situation. Pour ça, ça veut dire créer des entreprises à but d'emploi. Ça veut dire identifier des besoins aussi qui ne sont pas satisfaits par les entreprises locales et permettre du coup de proposer des emplois qui sont adaptés aux personnes qui sont en situation de chômage de longue durée et des emplois qui sont surtout durables. Et puis travailler à Angoulême, pour nous, ça passe aussi par soutenir l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire créer des emplois qui sont utiles sur le territoire. Ça veut dire remettre l'humain au centre de tout avant de considérer les profits. Et donc soutenir, par exemple, la création de coopératives ou la création de SCOP. Et puis, la ville peut aussi envisager de mettre des locaux à disposition pour des entreprises de l'ESS. S'épanouir à Angoulême, donc après y grandir, après y travailler, c'est aussi bien y vieillir. Bien vieillir à Angoulême, ça passe notamment par le développement de clubs seniors et citoyens associatifs. Ça passe aussi
par le fait d'encourager les initiatives qui vont favoriser les échanges intergénérationnels en s'appuyant sur les associations, mais aussi en travaillant sur les aménagements de la ville. Puisque notre ville doit être une ville agréable à vivre, une ville qui va être végétalisée pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, mais pour favoriser aussi les rencontres. Je vous parlais tout à l'heure d'intergénérationnel. Ça passe aussi par la création donc d'espaces verts et d'aires de jeu. Quand je dis ça, en fait, je pense pas qu'aux enfants quand je parle d'espaces verts et d'aires de jeu. Je parle en fait d'espaces de rencontre, de lieux où il y aura à la fois des jeux pour les enfants, mais où il peut aussi y avoir un terrain de pétanque, par exemple, ou éventuellement un barbecue, en fait, où différentes générations vont pouvoir se rencontrer, créer du lien au même endroit. On vise à terme aussi que aucun logement soit éloigné de plus de 400 mètres d'un espace vert. Et puis, une ville où il fait bon vivre, c'est aussi une ville dans laquelle les habitantes et les habitants vivent en harmonie avec les animaux. Et ça passe dans les engagements de la ville, notamment par par le fait que le bien-être animal soit un critère d'attribution des marchés publics, notamment à travers la cantine. On s'est appuyé sur des propositions de L214 pour développer ces aspects-là du programme. Pour qu'Angoulême soit une ville agréable à vivre, il faut aussi on puisse marcher dans les rues de façon tranquille, acceptable, sans risquer de tomber à chaque creux. Idem quand on fait du vélo. Donc, il s'agit de sécuriser les rues, les trottoirs et les pistes cyclables, d'assurer la continuité, par exemple, comme tu l'évoquais, René, la continuité de ces pistes cyclables, et puis des trottoirs qui sont suffisamment larges pour encourager le parcours quand on est à pied. On veut, toujours dans cette idée de pouvoir parcourir la ville de façon agréable, on veut étudier un projet d'ascenseur incliné qui va relier le plateau au quartier de l'Image pour faire le lien entre la ville basse et la ville haute pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Et puis, on veut aussi aménager un chemin Rempart et Charente pour mettre en avant le patrimoine de la ville, c'est-à-dire un chemin qui va permettre de faire le tour des remparts en mettant cet élément-là de la ville en avant, mais également les bords de Charente. Et en fait, ce chemin permettra de relier à la fois la ville basse, la ville haute, un peu comme le projet d'ascenseur incliné dont je vous parlais à l'instant, mais ce chemin permettra aussi une entrée dans la ville, puisque l'idée, c'est que on puisse faire le lien en partant de la gare vers les remparts ou vers la Charente de façon plus agréable que ça ne l'est aujourd'hui, parce que vous comprenez bien que quand quelqu'un arrive à Angoulême, que cette personne ne connaît pas la ville, qu'elle est à pied et qu'elle doit soit rejoindre le quartier de l'Image, par exemple, ou alors aller vers le centre-ville, bon, il faut traverser des grands boulevards qui sont vraiment pas très accueillants et qui mettent pas notre ville en avant. Alors, une compétence du Grand Angoulême, c'est la gestion des déchets. Je ne sais pas si tout le monde connaît les 3 R, donc la réduction, la réutilisation et le recyclage. Principalement, travailler avec les entreprises et les commerces pour mettre en avant le vrac, éviter tout ce qui est emballage, éviter tout ce qui est suremballage et faire en sorte que dans notre économie circulaire locale, on puisse développer un autre état d'esprit afin d'accéder à des biens de consommation qui sont moins emballés, mais surtout par la suite réutilisables et qui permettent de voir autrement ce qu'on appelle les biens de production, hein, que produit le capitalisme. Donc ça, c'est important de le voir autrement. Assurer la propreté de tous les quartiers. Alors, on a un problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas autour des containers, si vous allez vous balader un petit peu, qui sont de la compétence de Qualitum, qui nettoie autour des containers. Ça, on ne sait pas. Donc, il y aura effectivement à échanger entre Grand Angoulême et Angoulême pour savoir qui a la compétence de nettoyage autour des containers, où s'arrête la responsabilité de la ville et où commence la responsabilité de Qualitum. En fait, pareil, on a remarqué qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas qui mettaient les encombrants 3, 4, 5 jours avant.
Donc, on organisera un service de ramassage des encombrants avec des dates bien précises pour que ce soit mis la veille et que ça ne reste pas des jours et des jours à l'extérieur. Enfin, bon, bah, vous l'avez déjà compris, le refus de projet d'incinérateur. Penser les déchets autrement, c'est de se dire que alors, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Penser les déchets autrement, c'est de se dire que ce sont des matières premières avant tout. Alors, je vous ai parlé de l'eau. Bah, effectivement, l'eau avec la tarification différenciée, mais ça peut être aussi l'eau avec un accès à des fontaines en libre accès dans la ville, parce que c'est toujours bien pour les jeunes ou pour quiconque se promène de pouvoir avoir bah, une fontaine d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les vieux, voilà, comme moi, quand on était jeune, on avait les pompes hein, pour avoir un peu d'eau. Bah, je trouve que l'accès à l'eau en ville, ça pourrait être bien, tout comme les WC publics hein, qui pourraient être associés. Et la mutualisation des équipements sportifs, ça, c'est quelque chose qui, dans les rencontres et les échanges que j'ai eus, est revenu pour toutes les communes. Est-ce que tu as un terrain de foot qui n'est pas utilisé? Oui. Est-ce qu'on peut le partager? Est-ce que tu as telle et telle infrastructure sportive? Est-ce qu'on peut la partager? Donc, je pense que Grand Angoulême doit être un moteur pour que tous les équipements sportifs soient répertoriés. Combien de temps ils sont utilisés? Quels sont les créneaux disponibles? Qu'est-ce qu'on met en place comme navette avec les clubs sportifs pour pouvoir faire bénéficier à tous les petits et tous les grands d'infrastructures qu'ils n'auraient pas forcément si ce n'était pas mutualisé. Mieux répartir les centres de santé, c'est suite à la présentation du programme Angoulême, on a discuté et je me suis dit: c'est bien d'avoir un centre de santé, mais si on n'est pas, égoïste, on pourrait les penser avec les zones de service que je vous ai montrées tout à l'heure pour que les centres de santé soient mutualisés et qu'ils puissent être, avec des personnels soignants salariés, mais salariés au niveau du Grand Angoulême. Ça, c'est quelque chose qui permettrait à des petites communes d'avoir un centre de santé pas très loin de chez eux et à moins de 15 minutes. Donc ça peut être quelque chose qui peut être impulsé. C'est quelque chose qui a fait assez l'unanimité dans les rencontres que j'ai eues. Même chose, relier les pistes cyclables, on en a déjà parlé. Et là, je vous l'ai mis en italique parce qu'on a nos camarades communistes qui sont là et ça n'a pas été discuté à l'intérieur du programme d'Angoulême et du Grand Angoulême. Donc ce qui a été remonté par tout le monde, et notamment les petites communes, c'est la possibilité d'avoir un service de réparation de voirie. Pas pour faire des routes et tout ça, mais d'avoir un service de réparation, ça permet aux petites communes d'éviter de dépenser une fortune et le service pourrait être fait par le Grand Angoulême. Je trouvais que c'est une bonne idée qui est remontée. Et enfin, quand on a parlé des cantines gratuites, il y a des gens qui m'ont dit moi, René, je veux bien le faire, mais il me manque 40 000 euros. Et c'est pas quelqu'un forcément de gauche qui m'a dit ça. Et donc je lui dis bah, écoute, on en parlera peut-être. Est-ce que le Grand Angoulême, pour les communes qui le souhaitent, quelle que soit leur couleur politique, pourrait donner un petit coup de main pour effectivement aider les communes qui le voudraient ou pas. Je l'ai mis en italique parce que ça n'a pas été discuté, donc c'est ce qui est remonté des échanges que j'ai eus. Alors, le plan déchets, je l'ai mis entre guillemets, c'est là, je pensais être arrivé à la diapo, là, c'est regarder les déchets comme de la matière première. Je l'ai dit en plaisantant une fois, j'aimerais que la France soit la poubelle du monde. Alors, on a rigolé au départ, mais on n'a pas de matière première, on n'a pas de ressources. Si vous mettez le paquet, si vous mettez le paquet dans la recherche au niveau national et que tout ce qu'on considère comme déchets, on peut en faire des ressources et de la matière première, ce serait pas stupide. Donc ensuite, organiser le culturel, conditionner les subventions. Grand Angoulême donne beaucoup d'argent pour Angoulême et les événements qui sont sur Angoulême. Bah, je suis désolé, si on fait le FIBD, on peut demander à des auteurs qu'ils aillent dans les 37 autres communes. Si on fait le FFA et qu'on conditionne l'argent pour qu'il y ait effectivement des diffusions aussi dans les autres communes, ça peut être exporter la culture en dehors de la seule ville d'Angoulême. Et la politique du logement, c'est une politique ambitieuse qui permet aussi, par rapport à l'aménagement du territoire, je vous ai parlé des 4 zones, de voir comment on se projette sur 3 mandats pour que, dans l'aménagement du territoire, on puisse éventuellement commencer à penser toutes les infrastructures autrement que commune par commune et comment on répartit le logement social pour que tout le monde y trouve son compte et tout le monde ait un logement social pas très loin du centre urbain, sans être forcément dans le centre urbain. La gouvernance, eh ben, elle est en accord avec la charte que tous les candidats de la liste
l'Union populaire Angoulême doivent signer. Donc, elle sera proposée à toutes celles et ceux qui veulent le faire au niveau du Grand Angoulême. Juste René, je me permets de rappeler que concernant la gouvernance, donc j'ai dit que comme je m'engageais pour ne pas cumuler les mandats, je ne serai pas à la tête du Grand Angoulême, mais en revanche, on pourrait être très favorable au fait que ce soit par exemple une petite commune qui soit à la tête du Grand Angoulême. Je vais leur dire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, réduire les flux est une obsession chez moi. Si vous réduisez les flux, c'est-à-dire le déplacement des transports, des personnes et des marchandises, c'est du gagnant-gagnant tout le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir des productions locales de la nourriture, par exemple. Vous allez avoir effectivement des services, on en a parlé tout à l'heure, pas très loin. Donc, quand vous pensez réduction des flux, ne serait-ce qu'au niveau d'un territoire, mais si vous le pensez au niveau d'un pays, au niveau mondial, réduire les flux, c'est carrément faire autre chose que ce qu'on est en train de faire et ça éviterait de flinguer la planète un peu plus qu'elle ne l'est déjà. Donc je vous l'ai dit, ça, ce n'est possible que sur 3 mandats, c'est-à-dire 18 ans, j'aurai 81 ans, vous comprenez bien, les jeunes qui êtes là, que ce sera à vous, si vous acceptez cette charge et quand vous allez être élu, de vous projeter et d'emmener tout le monde dans un projet qui dure 2 décennies. Donc merci René pour ce récapitulatif pour tout ce qui concerne le Grand Angoulême. Vous savez que ce sont des élections communales et communautaires. C'est pour ça qu'on souhaitait bien préciser aujourd'hui ce qui tenait à la fois de la commune et aussi du Grand Angoulême pour porter donc l'Union populaire Angoulême et pour porter ma candidature en tant que tête de liste. En tant que tête de liste de l'Union populaire Angoulême, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Et quand je dis du pouvoir d'achat, je veux défendre la possibilité pour toutes et tous de vivre dans des conditions dignes. Quand on parle de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, on défend le reste à vivre. On permet à des gens de ne pas avoir à choisir entre prendre une douche ou se nourrir. Quand on dit tendre vers les cantines gratuites en 100% bio et local, on défend également le reste à vivre. On permet à des gens de pouvoir faire autre chose que simplement se nourrir. Quand on défend les petits déjeuners gratuits dans les écoles, c'est la même chose. On défend du reste à vivre, on défend le pouvoir d'achat. Quand on porte le fait de s'engager vers la gratuité des transports, là aussi, on défend le reste à vivre des Angoumoisines et des Angoumoisins. Ce qui nous importe, c'est effectivement de pouvoir assurer les besoins élémentaires des habitantes et des habitants, mais c'est aussi de pouvoir garantir le pouvoir de vivre et pas seulement survivre dans la ville. On veut améliorer les conditions d'existence de toutes et tous à travers notre programme, en créant des guichets uniques d'écoute et d'accès aux droits et aux démarches que je vous ai présentés tout à l'heure. On permet d'améliorer les conditions d'existence en donnant un accès aux aides. Quand on propose de lutter contre l'habitat indigne et insalubre, on permet aussi d'assurer de bonnes conditions d'existence en offrant un logement digne. Quand on propose de créer des centres municipaux de santé avec des soignantes et des soignants salariés, là aussi, on assure de bonnes conditions d'existence en assurant une vie en bonne santé. Quand on propose de développer les politiques de prévention, là aussi, c'est aussi garantir une bonne santé en évitant la maladie, en la prévenant. C'est garantir de bonnes conditions d'existence, toujours. Quand on propose de garantir un financement pluriannuel des associations ou, je ne l'ai pas évoqué, mais j'en profite pour le dire là, de proposer des subventions qui vont assurer le fonctionnement des associations et éviter ainsi aux associations de fonctionner sur des appels à projets qui ne vont pas forcément correspondre à leur mission initiale et qui vont mettre les associations en concurrence les unes avec les autres. On défend aussi de bonnes conditions d'existence parce que ce sont les associations qui permettent à notre ville de vivre, qui permettent aussi à notre agglomération de vivre et de proposer des activités aux habitantes et aux habitants. Quand on défend le fait d'encourager une vie culturelle accessible à toutes et tous dans l'espace public, on défend l'amélioration des conditions d'existence grâce à l'émancipation par la culture. C'est donc un programme qui vise l'amélioration de nos conditions de vie et qui défend un pouvoir d'achat
qui défend une vie meilleure pour toutes et tous. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter une petite chose. Vous avez une présentation ici avec une quarantaine de slides, mais sachez que le programme qui a été remis, il sera disponible demain. Ah oui, on a carrément la musique, c'est top. Et donc, rappelez-vous, hein, c'est un programme de 144 pages qui a été vraiment condensé en 50 pages avec tout ce que les militants et les militantes ont ramené du terrain et qui va être proposé sur notre espace numérique. Vous avez l'intégralité de tout ce qui vous a été présenté, tout ce qui a été détaillé sur l'espace numérique. Donc 50 pages à lire, c'est pas grand-chose. Ça va vous armer, puisque la plupart des gens ici sont sur la liste, c'est l'objectif. Ça va vous armer vraiment pour aller faire du porte-à-porte, pour aller faire du tractage, pour aller argumenter. Nous voulons convaincre par un super programme porté par une superbe tête de liste et par l'argumentation. S'il y a des questions, c'est maintenant.